My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 124 dans lequel nous allons parler de comment bien digérer les protéines. Mais avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que j'organise un bootcamp les 7, 8 et 9 octobre. C'est un bootcamp qui est totalement gratuit, qui est à destination des naturopathes et autres professionnels du soin ou de la santé et qui va vous permettre de transformer vos consultations digestives et d'être en totale confiance face à toutes les problématiques digestives de vos clients et clientes. Je vous remets toutes les infos sur ce bootcamp en description de l'épisode et sinon vous pouvez aussi les retrouver à l'adresse annesophiepasquet.fr/bootcamp. Maintenant, place à l'épisode du jour. Donc aujourd'hui on va parler de protéines et de comment bien digérer ces protéines. Pourquoi ? Eh bien, j'avais envie de dédier un épisode à ça parce que je vous parle souvent de l'importance de manger suffisamment de protéines. Donc effectivement, déjà, avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, c'est une chose, mais être capable de les digérer, c'en est une autre. Et peut-être que vous ou les personnes que vous accompagnez en consultation, quand vous mangez trop de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, peut-être que vous sentez que votre digestion elle est un petit peu compliquée. Peut-être que vous avez des gaz qui sont beaucoup plus odorants quand vous mangez trop de protéines. Eh bien, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que en général, quand il s'agit de viande rouge, par exemple, c'est un peu normal d'avoir des gaz odorants quand on en mange trop, parce que déjà, c'est pas super bon pour le microbiote en trop grande quantité, et surtout, ça favorise ce que l'on appelle la flore de putréfaction. Donc, c'est une certaine catégorie de bactéries qui, elles, vont vraiment digérer les protéines restantes dans l'alimentation en les putréfiant, et donc, ça crée des gaz odorants. Donc idéalement déjà il faudrait limiter la viande rouge à 1 fois par semaine, c'est à peu près les recommandations de santé aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est quand même assez classique en général quand on mange des protéines animales et particulièrement de la viande rouge. Je dirais pas que c'est normal d'avoir des troubles digestifs, mais c'est plus commun. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour les protéines animales, donc viande, poisson, œufs, etc., ou pour des protéines végétales, donc plutôt tout ce qui va être légumineuse, tofu, voilà, protéines végétales, le grand règne des protéines végétales, il y en a beaucoup, eh bien il existe des astuces pour bien digérer les protéines. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, même si, petit rappel, si vraiment vous avez des troubles digestifs qui sont gênants au quotidien, qui impactent votre vie et pour lesquels vous ne trouvez pas de solution, déjà n'hésitez pas à bien sûr consulter votre médecin pour vérifier qu'il n'y a pas une problématique quelconque derrière. Et ensuite, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un ou une naturopathe par exemple pour vous aider à optimiser votre microbiote, votre capacité digestive, etc. etc. Et si vous souhaitez prendre une consultation avec une membre de mon équipe de naturopathes, je vous remets le lien aussi en description de cet épisode. Passons maintenant aux astuces qui permettent de bien digérer les protéines. Vous allez voir qu'il y en a certaines que vous connaissez déjà, mais il y en a peut-être certaines que vous allez un peu apprendre aujourd'hui. Le premier élément qui est nécessaire à une bonne digestion des protéines, c'est une bonne mastication. Et oui, encore elle, je sais, vous en avez sûrement ras-le-bol que je vous parle de mastication, mais soyons un peu honnêtes, est-ce que
malgré le fait que vous m'avez entendu en parler des dizaines de fois, est-ce que vous mastiquez vraiment vos aliments? Est-ce que vous prenez le temps de bien mâcher vos aliments? Entre nous, dites-moi la vérité. Je suis quasiment persuadée que ce n'est pas le cas. Parce que la mastication, c'est le genre de conseil que l'on entend, mais que l'on oublie d'appliquer tellement il est facile, tellement il est simple, et tellement c'est un peu le truc qu'on a entendu toute notre vie, mais qu'on a du mal à appliquer. Pourtant, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je vous le répète, la mastication, elle est particulièrement importante pour les protéines. Parce que c'est une étape cruciale. Dans la bouche, c'est le moment où les morceaux de protéines, ou les morceaux d'aliments qui contiennent des protéines, vont être réduits en bouillie, ce qui facilitera ensuite le travail de l'estomac et de l'acide chlorhydrique. Et cette étape, elle peut paraître un peu anodine et on peut se dire, bon bah ça va, si je mastique pas très bien, mon estomac il fera le boulot à ma place. Sauf que, comme je le dis souvent, l'estomac n'a pas de dents, et heureusement, parce que ça pourrait faire mal. Et donc, si l'étape de la mastication, donc dans la bouche, elle est mal faite, eh bien l'estomac, où va se faire la majeure partie de la digestion des protéines, ne pourra pas se faire correctement, donc l'estomac pourra pas faire correctement son travail de digestion. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer dans l'intestin des morceaux mal digérés, et ça va perturber le microbiote et créer des gaz odorants. Donc déjà, cette première étape absolument primordiale qui est la mastication. Il faut déjà commencer par appliquer ça, que ce soit pour les protéines animales ou végétales, c'est important pour les deux et vraiment vous aurez beau mettre en place tous les autres conseils, si la mastication n'est pas correcte, eh bien le reste ne pourra pas fonctionner. C'est comme si vous demandez à quelqu'un d'effectuer un travail avec les mauvais outils. Il aura beau être le plus talentueux ou la plus talentueuse du monde, sans les bons outils, ce sera compliqué de faire vraiment un travail de qualité. Et bien c'est la même chose pour votre digestion. Deuxième élément important pour bien digérer les protéines, il va falloir un estomac suffisamment acide. Or, il faut savoir qu'une grande majorité de la population manque d'acide chlorhydrique, notamment à cause du stress chronique que l'on subit, mais aussi à cause d'une alimentation déséquilibrée, souvent d'une consommation excessive de café ou de soda, etc. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui manquent d'acidité dans l'estomac. Et petite précision, ce n'est pas parce que vous avez des brûlures d'estomac, voire des reflux acides, que vous avez trop d'acidité. Souvent, c'est finalement, malheureusement, un problème de manque d'acidité qui fait que toute la digestion est perturbée et donc ça engendre des brûlures d'estomac, des reflux acides, etc. En fait, c'est plutôt que l'acidité, elle va pas être au bon endroit, au bon moment. Mais du coup, c'est problématique pour la digestion. Parce que si l'estomac n'est pas assez acide, il ne pourra pas digérer correctement les protéines, puisque c'est via l'acidité de l'estomac que les protéines peuvent être correctement digérées et ensuite assimilées. Donc si l'estomac n'arrive pas à bien digérer les protéines, même si vous avez bien mastiqué, si l'estomac n'est pas assez acide, il ne pourra pas attaquer suffisamment les protéines. Donc encore une fois, il va envoyer à l'intestin des morceaux mal digérés et hop, on retrouve notre déséquilibre du microbiote et nos gaz odorants. Donc c'est important d'avoir un estomac assez acide. Mais comment on fait? Vous allez me dire, c'est super, mais j'ai pas un bouton qui me permet de contrôler l'acidité de mon estomac. Ce serait trop facile. Donc comment on fait pour avoir un estomac assez acide? Déjà, premièrement, on essaye de manger à des horaires réguliers parce que le corps, il adore la routine et il saura un petit peu quoi sécréter à quel moment. Votre corps, il est très bien fait. Il aime bien quand les choses sont à peu près faites à la même heure, on n'est pas à la minute près bien sûr, mais il aime bien quand les choses sont assez régulières parce que votre corps c'est un peu comme une machine qui est bien huilée, qui va bien fonctionner et qui va savoir à peu près à quel moment lancer quelle chose. Donc c'est pour ça aussi que la plupart des personnes ont à peu près faim aux mêmes heures chaque jour. Les choses sont bien faites, c'est aussi pour nous aider aussi à avoir un rythme à peu près régulier. Donc on mange à des horaires réguliers et puis on évite le grignotage toute la journée. Parce que si on passe notre journée à grignoter des choses, ça va épuiser les réserves d'acide chlorhydrique pour rien. Parce que si on commence à grignoter un petit truc, notre estomac, il va sécréter de l'acide chlorhydrique, il va l'utiliser pour digérer, mais finalement il va peut-être en sécréter trop déjà, donc peut-être que là vous allez aussi avoir des brûlures d'estomac et des reflux acides, et surtout il n'y en aura pas assez quand il s'agira de digérer un vrai repas.
Donc c'est important aussi d'avoir une alimentation qui est optimale, donc qui est constituée de repas et d'éviter le grignotage toute la journée. Ensuite, on prend le temps de manger dans le calme, puisque la sécrétion d'acide chlorhydrique, elle est aussi très liée à l'état de notre système nerveux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, quand on est stressé, on a tendance à avoir mal à l'estomac, parce qu'on va avoir tendance à relarguer de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, mais parfois à des moments où il n'y en a pas forcément besoin. Donc là, ça va brûler l'estomac. Sauf qu'au moment où il y en a vraiment besoin, il n'y a plus assez d'acide chlorhydrique. Donc c'est important de prendre le temps de manger dans le calme pour permettre aussi à l'estomac de fonctionner correctement, de sécréter ce qui doit être sécrété au bon moment, de se contracter comme il doit se contracter, ni trop peu. Donc c'est important aussi de prendre le temps de prendre ses repas dans un environnement plutôt calme. On évite de faire 10 choses en même temps, on évite de travailler en même temps qu'on mange, on évite de se disputer avec quelqu'un en même temps qu'on mange. Voilà, on essaye de créer un peu un rituel pour que les repas se passent de manière assez calme et assez, encore une fois, un peu ritualisée. Donc on s'assoit pour manger, on prend son temps. Voilà, tout ça c'est important. Ça peut paraître parfois une perte de temps dans notre société un peu survoltée, mais pourtant c'est hyper important pour avoir une bonne digestion. Autre point, on évite de prendre des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on appelle aussi des antiacides, sur le long terme si ça n'est pas absolument nécessaire. Si bien sûr votre médecin vous a prescrit des IPP sur le long terme parce que vous avez une pathologie qui fait que vous n'avez pas le choix d'en prendre, bien sûr, suivez le traitement de votre médecin. Mais si c'est pas forcément absolument nécessaire et si vous en prenez depuis longtemps, voyez avec votre médecin si c'est possible éventuellement de les diminuer, voire de les arrêter. On fait pas ça tout seul, encore une fois, on voit avec son médecin, ça c'est hyper important. Mais voilà, on évitera quand c'est possible de prendre des IPP sur le long terme parce que ça va perturber l'acidité de l'estomac, ça va enlever l'acidité de l'estomac, ce qui est bien quand on en a besoin et qu'on a vraiment une pathologie qui fait qu'on ne supporte pas du tout l'acidité dans l'estomac, mais quand c'est pas forcément nécessaire, ça va perturber toute la digestion. Autre point, on évite aussi de boire trop d'eau pendant les repas. On essaiera de garder l'eau plutôt entre les repas, idéalement, on a quand même le droit de boire un petit verre d'eau pendant le repas, on n'est pas non plus, c'est pas non plus strict, voilà, on a le droit de rien faire, mais le fait de boire trop d'eau pendant les repas, en fait c'est mathématique, ça va simplement diluer l'acide chlorhydrique qui est présent dans l'estomac, et donc il va être beaucoup moins efficace. Je donne souvent cette image, si vous prenez une goutte d'acide pur que vous la mettez sur la peau, ça va brûler. Si par contre vous diluez cette goutte d'acide dans 1 litre d'eau par exemple et que vous le mettez sur votre peau, ça va beaucoup moins brûler. Bon bah là c'est pareil pour les aliments. Les aliments ils ont besoin d'être un peu attaqués par l'acide chlorhydrique qui soit suffisamment concentré. Donc s'il n'y en a pas assez, s'il est trop dilué, bah ça va pas pouvoir attaquer les aliments et donc la digestion elle va beaucoup moins bien se passer. On peut aussi éventuellement faire une petite astuce de grand-mère qui est de prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre non pasteurisé, dilué dans un petit verre d'eau 15 minutes avant le repas par exemple. Donc ça on essaye plutôt de boire à la paille pour éviter de s'abîmer les dents avec l'acidité du vinaigre, mais c'est vrai que ça peut être intéressant puisque le vinaigre de cidre va créer une réaction dans l'estomac qui fait que ça va booster un petit peu l'acidité et donc ça va permettre une meilleure digestion. On demande un avis médical si on a un doute auparavant. Et si jamais on fait ça et que ça brûle l'estomac, on arrête, on n'est pas là pour se faire du mal. Et puis parfois, si c'est vraiment nécessaire et sur avis médical, on peut aussi prendre de la bétaïne HCl qui, elle, va clairement booster la production d'acide chlorhydrique et donc va permettre de augmenter l'acidité de l'estomac, donc augmenter la capacité digestive de l'estomac. Mais attention, en cas de gastrite, on évite absolument, sinon ça brûle. Donc vraiment, ça, on ne fait pas n'importe quoi. On n'hésite pas à demander un avis médical avant de faire ça. Donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses à faire pour avoir un estomac assez acide, et ça c'est quand même un peu la base de la digestion au global, mais c'est particulièrement important pour les protéines. Il faut que l'estomac soit suffisamment acide pour que l'on puisse bien digérer nos protéines. Un autre point qui va être important pour la digestion des protéines, c'est d'avoir un microbiote équilibré. Pourquoi ? Parce que si le microbiote il est déséquilibré, c'est-à-dire s'il y a certaines bactéries qui sont présentes en trop grand nombre, d'autres qui sont présentes en trop petite quantité, eh bien le microbiote ne pourra pas correctement terminer la digestion de nos aliments. Puisque le microbiote, qui est plutôt présent dans le côlon, il va vraiment intervenir en dernière phase de digestion. Donc il va vraiment intervenir là pour terminer la digestion de certains nutriments qu'on n'a pas pu absorber auparavant. Et donc s'il est trop déséquilibré, il ne pourra pas correctement terminer la digestion des aliments. Et si vous avez des gaz vraiment très odorants, si en plus c'est accompagné de maux de ventre, d'un transit perturbé,
ça vaut le coup de se faire accompagner pour voir un petit peu ce qui peut causer tout ça et comment y remédier, parce que c'est clairement le signe d'un microbiote déséquilibré, potentiellement avec peut-être trop de bactéries pro-inflammatoires qui vont effectivement créer des gaz plutôt odorants, et le problème c'est que ces gaz odorants, ils sont en général assez irritants pour la muqueuse et ils peuvent créer de l'inflammation. Donc ça, on veut l'éviter parce que sinon, ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir déjà des troubles digestifs, potentiellement une muqueuse intestinale qui va être irritée, qui va être abîmée. Ça peut potentiellement amener à certaines maladies, comme des maladies inflammatoires chroniques intestinales, voire dans certains cas beaucoup plus graves de cancer. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que si vous avez des gaz odorants, vous allez forcément avoir un cancer, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr, là on parle de cas extrêmes, mais quoi qu'il en soit, si vous sentez que votre digestion elle est pas optimale, que vraiment vous avez des gaz très odorants, en plus vous avez mal au ventre et un transit perturbé, vraiment faites-vous accompagner, allez consulter pour voir un petit peu ce qui peut causer tout ça et surtout les solutions qui s'offrent à vous. Et enfin, un point qui est quand même important, c'est intéressant de varier les protéines animales et végétales. Même si vous n'êtes pas végétarien ou vegan, il peut être intéressant de varier les plaisirs, on va dire, et de consommer à la fois des protéines animales et des protéines végétales. Pourquoi ? Parce que les protéines végétales, surtout, elles sont intéressantes parce qu'elles contiennent en général des fibres et des choses intéressantes pour le microbiote, particulièrement les légumineuses. Et donc tout ça, effectivement, ça permet de booster notre microbiote, d'apporter aussi d'autres nutriments, et ça permet vraiment de garantir un peu un équilibre. Et comme pour beaucoup de choses, on dit souvent qu'une alimentation équilibrée, c'est surtout une alimentation qui est variée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de varier les sources de protéines notamment, mais c'est valable aussi pour tout le reste, mais là on fait un focus sur les protéines. Donc vraiment de varier les protéines animales, les protéines végétales, d'essayer d'avoir une alimentation la plus variée possible, puisque c'est aussi en amenant des choses différentes à votre microbiote que vous allez aussi le renforcer, le stabiliser et faire en sorte qu'il puisse aussi vous aider à avoir une bonne digestion, tout en bien sûr privilégiant des aliments les plus bruts possibles, les moins transformés possibles. Ça c'est quand même le mieux pour votre microbiote. Ça je vous en parle beaucoup dans d'autres épisodes aussi. Mais voilà, votre microbiote il a besoin aussi que vous preniez soin de lui. Et donc tous ces concepts aussi de bonne digestion des protéines, etc. J'en parle aussi dans la formation Digestion Facile, qui est une formation accessible à tous et à toutes, qui est vraiment la formation que j'ai créée pour permettre à toutes les personnes qui ont des troubles digestifs de comprendre un petit peu d'où ça vient et de trouver des solutions pour retrouver une digestion et un ventre serein. Donc je vous mets la référence de cette formation en description de cet épisode si vous souhaitez en savoir plus. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez appris des choses et surtout que vous allez penser à moi à votre prochain repas et que vous allez prendre le temps de mâcher vos aliments et d'appliquer aussi les autres conseils que je vous ai donnés dans cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, une note et un commentaire sur ce podcast, c'est vraiment ce qui permet de faire grandir le podcast au mieux. N'hésitez pas aussi à l'envoyer à l'un ou l'une de vos proches à qui ça pourrait être utile. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees.